81 000 soldats allemands se sont rendus à Stalingrad. Seuls 6 000 sont revenus vivants. Les autres sont morts, gelés, affamés ou malades au cœur de l'hiver soviétique. Ils ont marché pendant des jours, couverts de haillons, mangeant de la neige et s'effondrant un à un dans la steppe. Ceux qui sont arrivés vivants faisaient face à une autre forme de mort. Camps de prisonniers en Sibérie, travaux forcés, maladies sans traitement et années d'isolement absolu. Beaucoup n'ont survécu que pour mourir lentement derrière les barbelés. D'autres ont disparu sans laisser de traces. La reddition n'a pas été la fin. Ce fut le début d'un cauchemar sans issue. Que s'est-il passé pendant ces marches? À quoi ressemblait la vie dans les camps soviétiques? Et pourquoi seulement une poignée est-elle revenue de Stalingrad 12 ans plus tard? Stalingrad, le jour où la guerre a changé pour toujours. Le matin du 2 février 1943, les températures à Stalingrad descendaient en dessous de moins 30 degrés. Le paysage urbain, méconnaissable après des mois de combat, offrait un spectacle apocalyptique. Des immeubles réduits à des carcasses de béton, des usines transformées en labyrinthes d'acier tordu et des rues converties en tranchées au milieu de montagnes de gravats gelés. Dans ce décor désolé, les derniers soldats allemands du saillant nord capitulaient face aux forces soviétiques, marquant officiellement la fin de l'une des batailles les plus dévastatrices de l'histoire. La 6e armée allemande, autrefois considérée comme la pointe de lance de la Wehrmacht, n'était plus que l'ombre de sa puissance d'antan. 6 mois auparavant, ces mêmes troupes avançaient confiantes vers la ville industrielle bordant la Volga, sûres d'une victoire rapide et décisive. Désormais encerclés, affamés et vaincus, les soldats survivants marchaient vers un destin incertain dans la captivité soviétique. La bataille de Stalingrad avait transformé la guerre. Ce qui avait commencé comme une opération allemande pour sécuriser les champs pétrolifères du Caucase et établir une position défensive sur la Volga était devenu une lutte de volonté entre Hitler et Staline, chargée de symbolisme idéologique et stratégique. La ville portant le nom du dirigeant soviétique était devenue le théâtre d'une confrontation où aucun des camps n'était prêt à céder. Durant l'été et l'automne 1942, les forces allemandes avaient réalisé des avancées significatives, capturant progressivement une grande partie de la ville. Le combat urbain, caractérisé par sa brutalité et sa proximité, faisait de chaque immeuble un champ de bataille indépendant. Les soldats allemands ont appelé ce type de combat « Rattenkrieg », guerre des rats, un terme qui reflétait la nature claustrophobe des affrontements au milieu des ruines. À la mi-novembre 1942, alors que les Allemands contrôlaient près de 90% de la ville, l'armée rouge lança l'opération Uranus. Profitant de la faiblesse des flancs défendus par des troupes roumaines et italiennes, les soviétiques exécutèrent un mouvement en tenaille qui, en quelques jours, enferma la 6e armée dans un encerclement mortel. Le 23 novembre, l'encerclement fut complété à Kalash, piégeant environ 290 000 soldats allemands et d'autres nationalités de l'Axe. Hitler rejeta catégoriquement l'option d'une retraite stratégique, ordonnant au général Friedrich Paulus de maintenir ses positions à tout prix. La promesse d'un pont aérien pour ravitailler les troupes encerclées s'avéra être un mirage logistique. La Luftwaffe ne réussit jamais à livrer plus qu'une fraction des 700 tonnes journalières nécessaires au maintien opérationnel de la 6e armée. Au fur et à mesure que décembre laissait place à janvier, les conditions à l'intérieur de l'encerclement se détérioraient rapidement. Le froid implacable, la pénurie de nourriture et de médicaments, et la pression constante des soviétiques minaient la résistance allemande. Les soldats consommaient les derniers chevaux, chiens et rats disponibles. Les rations furent réduites à 75 grammes de pain par jour. La dysenterie, le typhus et la gangrène provoquée par le gel se propageaient sans contrôle. La tentative de sauvetage dirigée par le maréchal von Manstein, l'opération Tempête d'hiver, s'arrêta à environ 48 km des lignes allemandes,
scellant définitivement le sort de la 6e armée. Le 8 janvier 1943, les Soviétiques proposèrent des conditions de reddition que Paulus, suivant les ordres de Hitler, refusa. Le 30 janvier, pour le 10e anniversaire de son accession au pouvoir, Hitler promut Paulus au rang de maréchal. Ce geste portait l'attente implicite que Paulus préférerait le suicide à la reddition, perpétuant la tradition selon laquelle aucun maréchal allemand n'avait jamais été capturé vivant. Cependant, Paulus, catholique fervent et conscient de la futilité de poursuivre le combat, choisit de survivre. Le 31 janvier, les forces soviétiques capturèrent le quartier général de la 6e armée dans les sous-sols des grands magasins de Stalingrad. Paulus et son état-major furent faits prisonniers. 2 jours plus tard, le général Karl Strecker, à la tête du 11e corps d'armée qui formait la poche nord, transmit son dernier message et se rendit lui aussi, concluant officiellement la bataille de Stalingrad. Le bilan humain était dévastateur. Côté allemand, plus de 150 000 soldats étaient morts au cours des combats. Environ 91 000 furent capturés, dont 24 généraux et Paulus lui-même. Parmi les prisonniers, beaucoup étaient déjà au seuil de la mort par la faim, le gel ou la maladie. Les pertes soviétiques furent encore plus importantes, avec des estimations dépassant le million de morts parmi les civils et les militaires. Pour les soldats allemands qui avaient survécu à la bataille, la reddition ne signifia pas la fin de leur souffrance, mais le début d'une nouvelle odyssée marquée par la faim, le froid et l'incertitude. Tandis qu'ils marchaient vers la captivité, ils laissaient derrière eux une ville devenue cimetière et un tournant dans l'histoire de la guerre. Stalingrad, la Wehrmacht n'était plus invincible, et le mythe de la supériorité militaire allemande commençait à s'effondrer avec les ruines gelées de la ville. La marche des condamnés, l'hiver qui dévora une armée. Sous un ciel de plomb de février, les colonnes de prisonniers allemands quittaient les ruines de Stalingrad. Le spectacle était bouleversant. Des milliers d'hommes décharnés, couverts de haillons, le regard perdu dans l'infini blanc de la steppe russe. Ainsi commençait la première étape de la captivité, une marche forcée vers des camps situés à l'intérieur de l'Union soviétique que beaucoup ne survivraient pas. Les prisonniers partaient dans des conditions physiques extrêmement précaires. Des mois de combats incessants, des rations minuscules et des températures en dessous de zéro avaient transformé ces hommes en spectres vivants. Beaucoup souffraient de malnutrition sévère, avec des symptômes évidents. Œdème, faiblesse musculaire extrême et une apathie profonde qui les rendait indifférents même face à la perspective de la mort. Les maladies proliféraient dans leurs rangs. La dysenterie et le typhus avaient trouvé un terrain fertile dans les derniers jours de l'encerclement. Les vêtements étaient tragiquement inadaptés aux marches hivernales. La Wehrmacht, confiante dans une victoire rapide, n'avait pas équipé ses troupes de vêtements d'hiver adéquats. Les uniformes fins offraient peu de protection contre le froid russe. Certains avaient improvisé des protections supplémentaires en utilisant du papier journal, du carton ou tout autre matériau isolant disponible. Les plus chanceux portaient des vêtements soviétiques capturés, mais même ceux-ci s'avéraient insuffisants dans des conditions extrêmes. Les colonnes furent rapidement organisées après la reddition. Les officiers, séparés de la troupe, marchaient en groupes distincts. Le maréchal Paulus et les hauts commandants reçurent un traitement différencié, étant transportés en véhicule vers des installations spéciales. Pour la grande majorité, le transfert signifiait une marche exténuante à pied, qui pouvait s'étendre sur plus de 300 km à travers la steppe enneigée. L'itinéraire suivait les voies de communication précaires existantes en évitant les principales villes. Les premiers camps de transit furent établis à Beketovka et Dubovka, à environ 30 et 80 km de Stalingrad respectivement. De là, les prisonniers poursuivaient leur route vers des centres de regroupement plus permanents comme Krasnoarmeïsk ou Frolovo, où ils étaient classés selon leur grade, spécialité et conditions physiques. Les conditions de ces marches défiaient les limites de la résistance humaine. La température dépassait rarement les moins 20 degrés, descendant fréquemment à moins 30 ou 40 degrés pendant la nuit.
Le vent de la steppe, sans obstacle naturel pour le freiner, pénétrait jusqu'aux os, gelant la peau exposée en quelques minutes. Les prisonniers avançaient en file indienne, traînant les pieds sur la neige durcie, forcés de maintenir un rythme constant par les gardes qui les encadraient. Les étapes quotidiennes variaient entre 20 et 30 kilomètres, une distance formidable pour des hommes affaiblis. Les colonnes partaient à l'aube et continuaient jusqu'à la tombée de la nuit avec peu de pauses. Ceux qui traînaient recevaient peu de temps supplémentaire, les gardes, pressés de terminer le transfert et eux-mêmes soumis à des conditions difficiles, poussaient constamment les prisonniers à maintenir le rythme. La nourriture pendant la marche était extrêmement rare. Les prisonniers recevaient une ration quotidienne d'environ 200 grammes de pain noir, généralement congelé et difficile à consommer. De temps en temps, une soupe claire était distribuée, mais le principal problème était l'eau. Les prisonniers mangeaient de la neige pour apaiser leur soif, ce qui accélérait la perte de chaleur corporelle et aggravait l'hypothermie. Certains buvaient de flaques gelées ou de ruisseaux, ingérant de l'eau contaminée qui propageait des maladies gastro-intestinales. Les arrêts nocturnes offraient peu de soulagement. Les lieux de repos étaient improvisés, généralement en plein air ou dans des structures partiellement détruites. Les prisonniers dormaient entassés, partageant la maigre chaleur corporelle sur le sol gelé. Ceux qui s'endormaient éloignés du groupe ne se réveillaient souvent pas, victimes de l'hypothermie. Les feux de camp étaient interdits ou impossibles à entretenir faute de combustible. Les gardes soviétiques maintenaient une discipline stricte. La plupart avaient combattu à Stalingrad ou perdu des proches pendant l'invasion allemande et leur attitude oscillait entre l'indifférence professionnelle et l'hostilité ouverte. Cependant, des témoignages relatent des actes de compassion. Des gardes partageant leurs cigarettes, autorisant des pauses supplémentaires ou aidant les plus faibles à continuer. La mortalité durant ces marches était extraordinairement élevée. Chaque matin, avant de reprendre la marche, les prisonniers comptaient les nouvelles pertes. Les corps devenaient rigides sous l'effet du froid, les visages figés dans leur dernière expression. Ces corps étaient entassés au bord de la route ou dans des fosses improvisées, sans cérémonie ni enregistrement. La mort devint une compagne constante, si omniprésente qu'elle en perdit sa capacité à émouvoir. Les principales causes de décès étaient l'épuisement, l'hypothermie et les maladies. La combinaison de malnutrition antérieure, d'efforts physiques extrêmes et d'exposition au froid créait un cercle vicieux. Le corps épuisait ses dernières réserves, s'affaiblissant progressivement jusqu'à l'effondrement. La pneumonie, la dysenterie et le typhus trouvaient des victimes faciles parmi ces organismes affaiblis. Les prisonniers développèrent des mécanismes de survie basés sur la solidarité. Des groupes informels de soutien se formèrent, généralement entre camarades du même régiment. Les plus forts aidaient les plus faibles, se relayant pour porter leurs affaires ou les soutenir durant la marche. Les rares ressources disponibles étaient partagées, croûtes de pain, morceaux de tissu pour protéger le visage du vent. L'état mental des prisonniers oscillait entre des extrêmes. Certains conservaient une détermination farouche à survivre, s'accrochant à des souvenirs familiaux ou à des promesses de retour. D'autres sombraient dans une profonde apathie qui, paradoxalement, leur permettait d'avancer mécaniquement. Les cas de suicide n'étaient pas rares. Certains choisissaient de rester volontairement à l'arrière pendant la nuit, sachant que cela signifiait une mort certaine, mais relativement rapide. Les marches se poursuivirent pendant des semaines, avec de nouveaux contingents partant régulièrement de Stalingrad jusqu'à la mi-mars. À ce moment-là, les survivants commencèrent à arriver dans les camps de transit de Krasnogorsk, près de Moscou, ou dans d'autres régions comme l'Oural et la Sibérie occidentale. Ils étaient méconnaissables. Des squelettes ambulants, la peau jaunâtre tendue sur les os, les yeux enfoncés et les membres atteints de gelures nécessitant des amputations. Parmi les quelques 91 000 prisonniers ayant entamé ces marches, on estime que 25 à 30% périrent en route.
Environ 20 000 hommes restèrent dans les steppes glacées de Russie. Leur corps n'apparaissant qu'avec la fonte des neiges au printemps, beaucoup ne furent jamais retrouvés. Pour ceux qui survécurent à cette première épreuve, le destin ne fut guère plus clément. Les camps soviétiques les attendaient avec de nouveaux défis. Derrière les barbelés de l'enfer, le royaume de l'oubli soviétique. Pour les soldats allemands ayant survécu à la reddition de Stalingrad et aux marches brutales, le chapitre suivant se déroulerait derrière les barbelés des camps soviétiques. Ces installations, disséminées des forêts de Carélie aux plaines du Kazakhstan, deviendraient le foyer forcé de milliers d'hommes pendant des années, parfois plus d'une décennie. L'Union soviétique mit en place un système de camps répondant à des besoins à la fois pratiques et idéologiques. Le pays faisait face à une pénurie critique de main-d'œuvre masculine, avec des millions de Soviétiques morts ou mobilisés sur le front. Simultanément, un fort sentiment de vengeance régnait contre les envahisseurs qui avaient ravagé des villes, massacré des civils et appliqué des politiques de la terre brûlée en territoire soviétique. Les prisonniers furent répartis selon une logique pragmatique. Les camps étaient principalement situés à proximité de zones industrielles, de projets de construction ou de régions agricoles où le besoin de main-d'œuvre était le plus pressant. La géographie de ces camps reflétait la diversité du territoire soviétique. Certains dans des régions au climat relativement modéré comme l'Ukraine, d'autres dans les conditions extrêmes de la Sibérie ou du cercle polaire arctique. La structure physique des camps suivait des schémas similaires malgré leur dispersion. Le périmètre était délimité par plusieurs rangées de barbelés avec des miradors à chaque coin et à intervalles réguliers. Les baraquements, construits en bois ou en blocs d'argile, consistaient en de longs bâtiments rectangulaires avec des lits superposés. Ces espaces, conçus pour abriter entre 100 et 200 hommes, en contenaient souvent 2 à 3 fois plus. La ventilation était défaillante et l'isolation thermique inadéquate aussi bien pour les hivers rigoureux que pour la chaleur estivale continentale. Les installations sanitaires étaient rudimentaires. Les latrines consistaient en des fosses ouvertes situées à une certaine distance des baraquements, sans protection contre les intempéries. Les installations pour la toilette personnelle se limitaient à des robinets d'eau froide ou, dans les camps les plus primitifs, à des barils d'eau partagés. Les possibilités de maintenir une hygiène personnelle étaient minimes, favorisant la propagation de parasites tels que les poux et les puces, vecteurs de maladies comme le typhus. Le régime quotidien suivait une routine dictée par les besoins du travail. La journée commençait avant l'aube par un comptage des prisonniers. Après une maigre ration de petit déjeuner, généralement du pain noir et un substitut de café, ils partaient vers leur lieu de travail, souvent situé à plusieurs kilomètres du camp. Le travail se prolongeait entre 10 et 12 heures, avec une brève pause à midi pour une soupe claire. Le soir, après un autre comptage minutieux, ils recevaient leur ration principale, une soupe plus consistante et une autre portion de pain. L'alimentation représentait une préoccupation constante. Les rations officielles variaient selon le type de travail effectué et le rendement individuel oscillant entre 400 et 700 grammes de pain par jour, complétés par de petites quantités de graisse, de sucre et de protéines. Ces rations, déjà insuffisantes pour des hommes soumis à un travail physique intense, arrivaient rarement complètes aux prisonniers à cause de la corruption de l'administration et de la détérioration des aliments pendant le transport. Les travaux assignés couvraient tous les secteurs de l'économie soviétique. Les prisonniers abattaient des forêts dans les camps du Nord, extrayaient du charbon et des minerais dans l'Oural, construisaient des chemins de fer en Sibérie ou récoltaient du coton en Asie centrale. L'affectation dépendait à la fois des besoins locaux et de la formation préalable du prisonnier, bien que les compétences techniques fussent souvent ignorées au profit des besoins immédiats en main-d'œuvre non qualifiée. Les conditions de travail variaient considérablement. Les travaux dans les mines ou la coupe du bois impliquaient des risques physiques constants et une usure extrême. Les accidents étaient fréquents, aggravés par le manque d'équipements de sécurité et l'épuisement chronique.
En revanche, les prisonniers ayant une formation technique ou médicale pouvaient être affectés à des ateliers, des hôpitaux ou à des tâches administratives, où les conditions physiques étaient moins éprouvantes, bien qu'aussi précaires en termes de nourriture et de logement. La hiérarchie au sein des camps reflétait partiellement la structure militaire antérieure. Les officiers, en particulier ceux de haut rang, recevaient un traitement différencié. Selon les conventions internationales, ils n'étaient pas obligés de travailler, bien que beaucoup le fissent volontairement pour obtenir des rations supplémentaires. Ils bénéficiaient de logements séparés et de certains petits privilèges, comme l'accès à des livres ou un espace personnel, bien que ces différences fussent marginales par rapport aux privations générales. Pour la majorité, le facteur déterminant de la survie n'était pas tant le grade militaire antérieur que la capacité d'adaptation. Ceux qui apprenaient rapidement le russe établissaient des relations fonctionnelles avec les gardes ou les civils soviétiques, ou développaient les compétences valorisées dans le système économique du camp, augmentant considérablement leurs chances de survie. Les maladies représentaient une menace constante, souvent plus létale que le système punitif lui-même. La malnutrition chronique affaiblissait le système immunitaire, rendant les prisonniers vulnérables aux infections courantes. La tuberculose, favorisée par la promiscuité et la malnutrition, devint l'une des principales causes de décès. La dysenterie, propagée par des conditions sanitaires déplorables, provoquait une déshydratation sévère fatale, surtout durant les mois d'été. En hiver, la pneumonie et d'autres infections respiratoires décimaient les plus affaiblis. Les services médicaux étaient rudimentaires. Les hôpitaux, quand ils existaient, fonctionnaient avec un équipement minimal et une pénurie chronique de médicaments. Le personnel médical était composé principalement de prisonniers formés aux soins, supervisés par des médecins soviétiques. Ces professionnels, malgré leur dévouement, faisaient face à des limitations insurmontables. Absence d'antibiotiques, d'anesthésiques, de matériel chirurgical de base et de conditions élémentaires d'hygiène. Le climat extrême constituait un défi supplémentaire. Les hivers sibériens, avec des températures atteignant les moins 50 degrés, transformaient toute activité extérieure en une lutte pour la survie. Lors de la fonte des neiges au printemps, les camps devenaient des bourbiers insalubres où pullulaient les insectes et les maladies hydriques. Les étés, étonnamment chauds dans les régions continentales, apportaient des invasions de moustiques et un risque de déshydratation pendant le travail. La structure administrative combinait des éléments militaires et civils. La direction générale était assurée par des officiers du NKVD, devenus ensuite MGB et MVD, expérimentés dans le système pénitentiaire soviétique. La surveillance directe incombait à des gardes armés, généralement des soldats âgés, inaptes au service sur le front ou des vétérans blessés. L'isolement par rapport au monde extérieur était quasi total. La correspondance, théoriquement autorisée selon les conventions internationales, était sévèrement restreinte. Les lettres, quand elles parvenaient à être envoyées, étaient soumises à une censure stricte. De nombreux prisonniers passèrent des années sans contact avec leurs familles, qui les croyaient souvent morts. Le Comité international de la Croix-Rouge avait un accès limité au camp, et ses visites, lorsqu'elles étaient autorisées, étaient soigneusement mises en scène. La survie psychologique exigeait des mécanismes d'adaptation complexes. Les prisonniers développèrent des réseaux d'entraide, partageant ressources, savoirs et responsabilités. Des activités culturelles improvisées furent organisées, allant de représentations théâtrales à des concerts avec des instruments fabriqués par les détenus eux-mêmes. La religion, bien que officiellement découragée, apportait du réconfort à beaucoup, avec des offices clandestins assurés par des aumôniers militaires capturés ou par des prisonniers ayant une formation théologique. Les relations entre les prisonniers eux-mêmes reflétaient des tensions idéologiques et nationales. Les nazis convaincus maintenaient leur adhésion au régime même en captivité, ce qui les mettait en opposition avec les prisonniers aux convictions antifascistes ou apolitiques. Les officiers de la SS, lorsqu'ils étaient identifiés comme tels, étaient généralement isolés
ou recevaient un traitement particulièrement sévère, tant de la part des autorités soviétiques que des autres prisonniers. Les différences nationales engendraient également des frictions. Les camps accueillaient non seulement des Allemands, mais aussi des Roumains, des Hongrois, des Italiens et des membres d'autres nationalités de l'Axe. La propagande politique était un élément intégral du système. Les autorités soviétiques mirent en place des programmes de rééducation visant à transformer les prisonniers en sympathisants du communisme. Ces efforts comprenaient des conférences obligatoires, l'étude de textes marxistes-léninistes et une pression pour rejoindre des organisations telles que le Comité national pour une Allemagne libre, fondé en 1943 avec le soutien d'officiers allemands capturés. La mortalité atteignit son point culminant entre 1943 et 1945, coïncidant avec les plus grandes privations de la société soviétique elle-même. Les taux s'améliorèrent progressivement à partir de 1946, avec la reprise économique de l'URSS et certains changements dans les politiques à l'égard des prisonniers. Toutefois, même dans ces conditions améliorées, la vie restait extrêmement dure. Sur les quelques 91 000 soldats allemands capturés à Stalingrad, seuls environ 6 000 retourneraient finalement en Allemagne. La grande majorité périt durant les marches initiales ou dans les premières années de captivité. Les survivants à long terme furent ceux qui obtinrent des postes relativement privilégiés en tant que traducteurs, personnel médical, techniciens ou administratifs, ce qui leur permettait d'éviter les travaux les plus épuisants et d'accéder à des rations supplémentaires. Friedrich Paulus et les généraux capturés, de l'orgueil à l'exil. Dans la nuit du 31 janvier 1943, dans une cave humide des grands magasins de Stalingrad, le tout nouveau maréchal Friedrich Paulus se trouvait à la croisée des chemins la plus décisive de sa carrière. Quelques heures auparavant, Hitler lui avait conféré le plus haut grade de l'armée allemande avec un message implicite. Aucun maréchal allemand n'avait jamais été capturé vivant. L'attente était claire. Paulus devait se suicider avant de se rendre. Cependant, lorsque les troupes soviétiques firent irruption dans son poste de commandement, Paulus choisit de vivre. Cette décision, que Hitler considérerait comme une trahison impardonnable, marquerait le début d'une transformation profonde non seulement pour Paulus, mais aussi pour les 24 généraux et des milliers d'officiers capturés avec lui à Stalingrad. Contrairement à la masse des soldats de base, Paulus et les hauts officiers furent rapidement séparés et transférés à Moscou. Ce traitement différencié répondait autant à des considérations pratiques que stratégiques. Ces hommes possédaient des informations militaires précieuses et potentiellement susceptibles de devenir de puissants outils de propagande soviétique. Les premiers jours après la capture se déroulèrent dans une complète stupeur pour Paulus et son état-major. Paulus lui-même, selon les témoignages d'officiers soviétiques chargés de sa surveillance, conservait une attitude distante et formelle, se réfugiant dans le strict protocole militaire allemand comme un bouclier psychologique face au traumatisme de la reddition. La première destination fut le camp de prisonniers Andege 27 à Krasnogorsk, près de Moscou. Ce camp, adapté aux officiers de haut rang, offrait des conditions nettement meilleures que les camps standards. Les généraux disposaient de chambres individuelles ou partagées par petits groupes, avec un mobilier basique mais digne. La nourriture, bien que simple, était nutritive et suffisante, leur permettant de se remettre progressivement de la malnutrition subie pendant le siège. À Krasnogorsk, les hauts officiers pouvaient conserver certains aspects de leur vie antérieure. Il leur était permis de porter leurs uniformes, sans insigne de grade, de recevoir un courrier limité, de lire des journaux sélectionnés et de disposer de temps pour des activités intellectuelles et physiques. Cette apparence de normalité contrastait avec la réalité de la captivité et servait les intérêts soviétiques qui cherchaient à créer une atmosphère propice à de futures tentatives de coopération. Néanmoins, même dans cet environnement privilégié, les généraux vivaient sous une surveillance constante. Leurs conversations étaient écoutées,
leurs chambres fouillées régulièrement et leurs contacts avec l'extérieur strictement contrôlés. Le NKVD affecta des officiers spécialisés à l'étude de chaque prisonnier important, identifiant les vulnérabilités psychologiques et les possibles pistes d'approche idéologique. Après plusieurs mois à Krasnogorsk, Paulus et plusieurs généraux furent transférés au camp de Souzdal, établi dans l'ancien monastère de Sainte-Time. Ce complexe historique, situé dans une petite ville au nord-est de Moscou, servait de centre spécialisé pour les officiers de haut rang. Les épaisses murailles médiévales, initialement conçues pour repousser les envahisseurs, enfermaient désormais les envahisseurs vaincus. À Souzdal se consolidèrent les divergences internes entre les généraux prisonniers. 3 groupes distincts émergèrent. Un noyau dirigé par le général Walter von Seydlitz-Kurzbach affichait une attitude critique envers Hitler, estimant que le dictateur avait trahi l'armée et le peuple allemand. Un deuxième groupe, majoritaire, adoptait une position de loyauté passive, refusant toute collaboration avec les soviétiques tout en ne défendant pas activement l'idéologie nazie. Enfin, un troisième groupe de fidèles au régime, parmi lesquels se distinguait le général Arno von Lenski, demeurait fermement aligné avec les principes nationaux-socialistes, même en captivité. Paulus occupa d'abord une position intermédiaire et prudente. En tant que commandant de la 6e armée et officier le plus haut gradé, son influence sur les autres était considérable, et tant les soviétiques que les groupes de prisonniers tentaient de le rallier à leur cause. Durant les premiers mois, Paulus resta délibérément ambigu, évitant les déclarations politiques explicites tout en évaluant sa situation. La vie quotidienne à Souzdal suivait un rythme régulier. Les généraux faisaient de l'exercice physique matinal dans la cour du monastère, suivi des repas dans un réfectoire commun. Les après-midi étaient consacrés à la lecture, aux conversations ou aux jeux de société. Certains, comme Paulus, se plongèrent dans des études historiques ou philosophiques, demandant des livres spécifiques que, de manière surprenante, les autorités soviétiques fournissaient fréquemment. Parmi ces volumes, les textes marxistes occupaient une place prépondérante, témoignant de l'effort soviétique pour influencer la pensée des prisonniers. Paulus consacra de nombreuses heures à l'étude de ces œuvres, notamment le Capital de Marx, qu'il traduisit partiellement du français à l'allemand comme exercice mental et linguistique. Cette immersion intellectuelle n'était pas un hasard. Les autorités soviétiques avaient conçu un plan pour transformer les officiers allemands en alliés idéologiques. Ce projet se concrétiserait en juillet 1943 avec la fondation du Comité national pour une Allemagne libre, National Komitee Freies Deutschland, NKFD, une organisation de prisonniers et d'exilés allemands opposés au régime hitlérien. Le général Seydlitz-Kurzbach fut l'un des premiers à y adhérer, allant jusqu'à proposer la formation d'unités militaires allemandes combattant aux côtés de l'armée rouge. Sa position, considérée comme une trahison par beaucoup de ses camarades, provoqua de profondes divisions parmi les officiers captifs. Paulus, de son côté, refusa dans un premier temps de participer au NKFD, arguant que son serment de soldat l'en empêchait tant que l'Allemagne restait en guerre. Cette décision plaça Paulus dans une position complexe. Les soviétiques, bien que frustrés par sa résistance, continuèrent à lui accorder un traitement préférentiel, conscients de sa valeur symbolique. Simultanément, les officiers fidèles à Hitler le considéraient comme suspect de faiblesse morale pour s'être rendu. L'isolement psychologique qui en résulta approfondit l'introspection de Paulus, qui passait de longues heures à marcher seul dans la cour du monastère, réfléchissant à sa responsabilité dans la catastrophe de Stalingrad. Un tournant crucial survint lorsque Paulus reçut des nouvelles de sa famille. Par l'intermédiaire de canaux diplomatiques indirects, les soviétiques facilitèrent un échange limité de correspondance avec son épouse, Helena Constance. Ces lettres, soumises à une censure stricte, constituèrent le premier contact avec sa vie antérieure et confirmèrent que sa famille avait survécu aux bombardements alliés. L'impact émotionnel fut profond et influença probablement son évolution idéologique ultérieure.
Le véritable changement dans l'attitude de Paulus se produisit après l'attentat manqué contre Hitler du 20 juillet 1944. La répression brutale contre les conspirateurs, dont beaucoup étaient des officiers personnellement respectés par Paulus, et les nouvelles de la situation de plus en plus désespérée de l'Allemagne, provoquèrent une réévaluation fondamentale de sa position. En août 1944, Paulus accepta finalement de rejoindre le NKFD et fit sa première déclaration publique exhortant le peuple allemand à renverser Hitler et à rechercher la paix. Cette décision, considérée par beaucoup comme le point culminant de sa transformation personnelle, eut un impact significatif sur la propagande soviétique et le moral allemand. L'homme que Hitler avait élevé au rang de maréchal dénonçait désormais publiquement le régime nazi comme criminel. Pour les soviétiques, il représentait un triomphe de propagande inestimable. Pour le régime nazi, la confirmation de la trahison de Paulus. Les motifs de cette conversion ont fait l'objet de débats historiques. Certains l'ont interprété comme un opportunisme pragmatique d'un prisonnier cherchant à améliorer sa situation. D'autres, comme une authentique évolution idéologique fondée sur l'observation des réalités politiques et militaires. Paulus lui-même justifiait son attitude en termes de responsabilité patriotique, affirmant que la poursuite de la guerre sous Hitler ne mènerait qu'à une destruction accrue de l'Allemagne. Tandis que Paulus connaissait cette transformation, d'autres généraux suivaient des chemins divergents. Seydlitz-Kurzbach approfondit sa collaboration avec les soviétiques, allant jusqu'à présider l'Union des officiers allemands, organisation affiliée au NKFD. À l'opposé, des généraux comme von Arnim ou Strecker maintinrent une opposition intransigeante à toute coopération, subissant en conséquence des conditions plus restrictives et un isolement accru. Après la défaite de l'Allemagne en mai 1945, la situation des généraux captifs se compliqua davantage. Pour ceux liés au nazisme, la crainte d'être jugés comme criminels de guerre surgit. Pour des collaborateurs comme Seydlitz-Kurzbach, l'incertitude planait sur leur avenir. Seraient-ils bien accueillis dans l'Allemagne d'après-guerre ou considérés comme des traîtres? Pour des figures ambivalentes comme Paulus, se posait le défi de justifier à la fois leur reddition et leur collaboration ultérieure. Lors des procès de Nuremberg, entamés en novembre 1945, plusieurs généraux captifs, dont Paulus, furent appelés à témoigner. Son témoignage, notamment concernant la planification de l'opération Barbarossa contre l'Union soviétique, apporta des preuves cruciales contre des figures du haut commandement allemand telles que Keitel et Jodl. L'apparition de Paulus à Nuremberg, vêtu d'un uniforme soviétique sans insigne, provoqua un choc parmi les accusés allemands. Après les procès, tandis que la majorité des prisonniers ordinaires commençaient à être progressivement rapatriés, Paulus et d'autres généraux restèrent en Union soviétique. Certaines sources suggèrent que, dans son cas, le maintien en détention fut en partie volontaire, en raison de la crainte de faire face à l'hostilité en Allemagne. D'autres indiquent que les soviétiques le retenaient comme un atout précieux pour de futurs usages propagandistiques. Paulus fut transféré dans une datcha en périphérie de Moscou, où il vécut sous une forme d'assignation à résidence confortable. Durant cette période, il collabora à divers projets, allant d'analyses historiques de la bataille de Stalingrad à des commentaires sur la guerre froide. Il entretint une correspondance avec des universitaires soviétiques et étalement et accorda occasionnellement des interviews supervisées. Sa présence en URSS acquit une valeur symbolique dans le contexte de la montée des tensions Est-Ouest, comme exemple d'un officier allemand de haut rang ayant vu la lumière du socialisme. En 1953, après la mort de Staline et dans le cadre d'une politique de rapprochement avec la toute nouvelle République démocratique allemande, Paulus fut autorisé à s'installer à Dresde. Là, en territoire allemand, bien que sous contrôle soviétique, il prit un poste à l'Institut de recherche en histoire militaire. Sa présence en Allemagne de l'Est fut utilisée à des fins de propagande,
comme preuve de la légitimité du nouvel État socialiste allemand. Les dernières années de Paulus se déroulèrent dans une relative tranquillité. Vivant modestement dans un appartement à Dresde, il partageait son temps entre le travail académique, la correspondance avec d'anciens camarades et quelques apparitions publiques. Sa santé, détériorée depuis Stalingrad, se dégrada progressivement. Le 1er février 1957, exactement 14 ans après la reddition, Friedrich Paulus mourut d'une sclérose latérale amyotrophique. À ce moment-là, la plupart des généraux capturés à Stalingrad avaient été libérés et rapatriés dans les deux Allemagnes. Seydlitz Kurzbach, condamné à mort par contumace par un tribunal militaire nazi, rentra en Allemagne de l'Ouest en 1955, où il fit face à l'ostracisme social et à des litiges concernant sa pension militaire. D'autres, comme le général Walter von Hunsdorf, s'établirent en Allemagne de l'Est, s'intégrant à l'appareil militaire ou académique du régime socialiste. Ceux qui ne se rendiront pas, fantômes armés parmi les ruines de Stalingrad. Alors que les colonnes de prisonniers allemands s'éloignaient de Stalingrad vers une captivité incertaine, un drame caché continuait à se jouer dans la ville dévastée. Le 2 février 1943, date officielle de la fin de la bataille, ne marqua pas l'arrêt total de la résistance allemande. Dans les caves, les tunnels et les structures souterraines, environ 11 000 soldats allemands décidèrent de ne pas se rendre, inaugurant un chapitre peu connu mais intensément dramatique. Ces hommes, dispersés en petits groupes ou agissant individuellement, ne formaient pas une force cohérente ni ne répondaient à un commandement unifié. La capitulation du général Strecker et la dissolution formelle du 11e corps d'armée avaient éliminé la chaîne de commandement traditionnelle. Leur résistance représentait une décision personnelle née de motivations diverses. Loyauté fanatique envers le régime nazi, peur de la vengeance soviétique, ou simplement l'instinct de survie de soldats préférant les incertitudes de la clandestinité au risque de la captivité soviétique. La ville qui leur servait de refuge était à peine reconnaissable. 5 mois de bombardements systématiques et de combats maison par maison avaient transformé Stalingrad en un labyrinthe de structures fragmentées où les combattants pouvaient efficacement se cacher. Ce décor apocalyptique offrait d'innombrables cachettes, caves profondes, réseaux d'égouts partiellement intacts et grandes usines, Barricadi, Krasny Oktyabre, l'usine de tracteurs, avec leur système de ventilation complexe, dépôts souterrains et tunnels techniques. Les soldats qui choisirent cette voie affrontèrent des défis redoutables. Le premier était la survie physique de base dans un environnement dévasté, en plein hiver russe. La température, souvent inférieure à moins 30 degrés, faisait de l'hypothermie une menace constante. La recherche de combustible pour de petits feux de camp, maintenus minuscules pour éviter toute détection, devint une priorité quotidienne. Des vêtements supplémentaires étaient improvisés avec ce qui était disponible. Rideaux, rembourrages, papier journal insérés entre les couches d'uniforme. L'alimentation représentait un autre défi critique. Les réserves militaires allemandes étaient épuisées après des mois de siège. Les résistants effectuaient des expéditions nocturnes pour localiser des entrepôts pillés, des cantines abandonnées ou des corps de camarades tombés portant encore des rations. Dans les cas extrêmes, ils consommaient des aliments impensables en temps normal, cuir bouilli, dentifrice, et selon certains témoignages, même de la chair de cadavre dans les situations les plus désespérées. L'eau potable posait également problème. Les conduites d'eau urbaines étaient pour la plupart détruites ou contaminées. La neige offrait une source relativement sûre une fois fondue. Pendant la fonte des neiges, l'eau des flaques et des creux devait être bouillie soigneusement pour éviter les maladies. Certains groupes mirent en place des systèmes rudimentaires pour collecter l'eau de pluie ou de condensation. Les armes et les munitions, bien qu'abondantes au départ parmi les restes de l'arsenal de la 6e armée, nécessitaient une gestion rigoureuse,
Chaque balle prenait une valeur inestimable, non seulement pour la défense personnelle, mais aussi pour se procurer de la nourriture en chassant rats, chiens errants ou corbeaux fréquentant le champ de bataille. Les grenades étaient réservées aux situations extrêmes, lorsqu'un groupe se trouvait acculé. L'organisation sociale de ces groupes résistants variait considérablement. Certains conservaient des structures militaires traditionnelles avec des officiers exerçant leur autorité sur de petites unités. D'autres adoptèrent des systèmes plus égalitaires où les décisions étaient prises collectivement selon les compétences spécifiques de chaque membre. Les groupes les plus efficaces combinaient diverses spécialités: médecins pour soigner les blessures, ingénieurs pour résoudre les problèmes techniques, soldats expérimentés en reconnaissance pour planifier des déplacements sûrs. Les activités ne se limitaient pas à la survie passive. De nombreux groupes menaient des opérations actives de sabotage, des embuscades contre de petites patrouilles, voire des attaques nocturnes contre des avant-postes soviétiques. Ces actions, bien que militairement insignifiantes dans le contexte général du front de l'Est, avaient un impact psychologique disproportionné. Pour les forces soviétiques qui considéraient Stalingrad comme libéré, la persistance de foyers de résistance représentait un déni irritant de leur victoire totale. La réponse soviétique fut ferme. Le NKVD, qui avait participé à la défense de Stalingrad depuis l'été précédent, reçut pour mission spécifique de nettoyer la ville des éléments ennemis résistants. Ces unités alliaient expérience militaire et méthodes policières. Contrairement aux unités régulières de l'armée rouge, qui progressait vers l'ouest à la poursuite de la Wehrmacht en retraite, le NKVD pouvait consacrer des ressources substantielles à des opérations méticuleuses de neutralisation. Les techniques employées étaient diverses et adaptées à l'environnement urbain unique. Des équipes spécialisées exploraient systématiquement les caves et structures souterraines, utilisant des chiens dressés pour détecter la présence humaine. Le système d'égout fit l'objet d'une attention particulière, avec des opérations incluant des inondations contrôlées pour forcer les cachets à sortir par des issues surveillées. Dans les bâtiments où l'on soupçonnait une présence ennemie mais où il était dangereux d'entrer, on utilisait de la fumée pour obliger les occupants à sortir ou à s'asphyxier. Le recours aux informateurs s'avéra particulièrement efficace. Les civils soviétiques, qui commençaient à revenir dans les ruines, étaient incités à signaler toute activité suspecte. Plus frappant encore, certains prisonniers allemands capturés étaient persuadés ou contraints de révéler l'emplacement de camarades cachés, participant parfois eux-mêmes aux opérations comme guides ou négociateurs pour induire des redditions. À mesure que février avançait vers mars, la situation des résistants devenait de plus en plus désespérée. Les réserves de nourriture et de médicaments s'épuisaient. Les maladies, en particulier la pneumonie, la dysenterie et le typhus, faisaient autant de victimes que les opérations soviétiques. Le dégel printanier, bien qu'atténuant le risque de gel, apportait de nouveaux problèmes. Inondations dans les refuges souterrains, visibilité accrue des traces et mouvements et propagation des maladies hydriques. À la mi-mars, selon les rapports du NKVD, la résistance organisée avait été en grande partie neutralisée. Les documents soviétiques enregistrent la capture de 8646 soldats allemands cachés entre février et mars, et l'élimination, liquidation, selon la terminologie officielle, de 2418 qui résistèrent à l'arrestation. Ces chiffres, bien qu'impressionnants, ne clarifient pas complètement le sort de tous les résistants initiaux. Beaucoup ont probablement succombé aux maladies ou à l'hypothermie sans être comptabilisés, tandis qu'un nombre indéterminé a peut-être réussi à s'infiltrer vers l'ouest. Les témoignages sur ces combattants clandestins proviennent majoritairement de sources soviétiques, notamment des rapports du NKVD et des mémoires d'officiers impliqués dans les opérations de nettoyage. Ces documents offrent naturellement une vision partielle, mettant en avant les succès soviétiques et qualifiant les résistants de bandits ou saboteurs plutôt que de soldats réguliers. Les rares récits de survivants allemands apportent des perspectives alternatives,
souvent marqués par le besoin de justifier des actions extrêmes prises dans des conditions limites. Parmi ces témoignages se distinguent des cas particuliers qui éclairent la complexité humaine de cette résistance. Un exemple notable est celui d'un groupe dirigé par un lieutenant médecin allemand ayant établi un hôpital improvisé dans les sous-sols d'une usine. Pendant près de 3 semaines, ce médecin et plusieurs assistants soignèrent à la fois des soldats allemands blessés et, occasionnellement, des civils soviétiques venus demander une aide médicale. Cet acte humanitaire, au milieu de circonstances brutales, prit fin lorsque le groupe fut découvert. Selon certaines versions, le médecin fut capturé mais respecté pour ses actions, bien que d'autres sources indiquent qu'il fut sommairement exécuté. Un autre cas documenté est celui d'un détachement de sapeurs retranché dans un bunker souterrain de l'usine Barricade. Ce groupe, s'appuyant sur ses connaissances techniques, modifia du matériel abandonné pour générer de l'électricité et mit en place un système de chauffage rudimentaire avec des tuyaux récupérés. Leur résistance se prolongea jusqu'au début avril, lorsqu'une tentative d'obtenir des fournitures médicales les mena dans une embuscade soviétique. Une dimension particulièrement tragique fut celle des soldats grièvement blessés. De nombreux groupes comptaient des hommes gravement atteints qui ne pouvaient être correctement soignés. Les décisions concernant ces camarades posaient des dilemmes moraux déchirants. Continuer à allouer des ressources rares pour les maintenir en vie, leur permettre de se rendre avec l'espoir d'un traitement médical ou, dans des cas extrêmes, envisager des formes de miséricorde finale. Plusieurs témoignages soviétiques mentionnent la découverte de blessés graves aux côtés de compagnons qui s'étaient suicidés après avoir assuré le maximum de confort possible à ceux qui ne pouvaient plus bouger. La dimension psychologique de cette résistance mérite une attention particulière. Pour beaucoup, la décision de ne pas se rendre représentait plus qu'une simple peur de la captivité. La propagande nazie avait systématiquement inculqué la terreur des soviétiques, décrivant des tortures et des exécutions de masse en attente des prisonniers. Ce récit, bien qu'exagéré, contenait suffisamment d'éléments véridiques sur la dureté de la captivité soviétique pour sembler convaincant. De plus, des facteurs idéologiques influençaient fortement. Les membres des SS et des unités fortement identifiées au nazisme avaient des raisons objectives de craindre un traitement particulièrement sévère s'ils étaient identifiés. Pour eux, résister jusqu'à la mort pouvait sembler la seule option rationnelle. L'endoctrinement sur le thème du « ne jamais se rendre » et la mythologie de la résistance héroïque jusqu'à la dernière balle exerçaient une influence puissante même lorsque la situation militaire rendait de telles postures complètement futiles. En avril 1943, la résistance organisée à Stalingrad avait été éliminée. Les derniers résistants, isolés en petits groupes ou individuellement, faisaient face à une ville de plus en plus surveillée et peuplée de civils soviétiques de retour. Certains tentèrent de s'infiltrer vers l'ouest, profitant du chaos de l'immédiate après-guerre. D'autres cherchèrent à se forger de fausses identités comme travailleurs civils ou prisonniers d'autres nationalités. La grande majorité finit capturée ou tuée, représentant les dernières pertes d'une bataille officiellement terminée depuis plusieurs mois. Le phénomène des résistants post-reddition ne fut pas exclusif à Stalingrad, bien qu'il y ait trouvé son expression la plus dramatique en raison de l'ampleur de la bataille et des conditions extrêmes. Des situations similaires furent observées après d'autres grandes défaites allemandes, comme en Tunisie, 1953, et en Normandie, 1944. Dans tous ces cas, on observe la tendance humaine à éviter de faire face à la réalité de la défaite complète, cherchant des alternatives, même désespérées, à la reddition inconditionnelle. La lente libération. Que s'est-il passé avec les survivants? L'aube du 17 octobre 1955 se levait froide et grise sur la gare frontalière de Herleshausen, à la ligne de division entre les deux Allemagnes. Un train spécial en provenance de l'Est s'arrêtait sur les voies. De ces wagons descendaient des hommes à l'apparence vieillie, vêtus d'habits usés mais propres, beaucoup portant de petites valises en carton ou des ballots improvisés.
C'étaient les derniers prisonniers de guerre allemands libérés par l'Union soviétique, incluant quelques-uns des rares survivants de la 6e armée capturés à Stalingrad 12 ans auparavant. Ce moment marquait le dernier chapitre d'une odyssée commencée en février 1943. Sur les quelques 91 000 soldats capturés après la bataille, seulement environ 6 000 rentreraient finalement en Allemagne. Le destin de ces survivants, leur lente traversée depuis la captivité jusqu'au rapatriement et leur réintégration dans une Allemagne transformée, constitue une narration aussi dramatique que peu connue. Le rapatriement depuis l'Union soviétique suivit un processus complexe, influencé par des considérations politiques, économiques et diplomatiques changeantes. Il ne s'agissait pas d'une libération unique à la fin de la guerre, mais d'un processus graduel qui s'étendit sur plus d'une décennie et traversa différentes phases liées à l'évolution de la guerre froide. La première phase commença étonnamment tôt, même avant la fin officielle de la guerre. À l'automne 1944, les autorités soviétiques libérèrent un petit contingent de prisonniers gravement malades ou blessés, considérés comme inutiles au travail et dont l'entretien représentait une charge. Ces premiers rapatriés, transportés par des pays neutres comme la Suède, arrivèrent dans une Allemagne encore sous contrôle nazi, où ils furent souvent soupçonnés de collaboration et interrogés par la Gestapo. Après la capitulation allemande en mai 1945, une deuxième phase plus importante débuta. Entre juin 1945 et décembre 1946, environ 1,5 million de prisonniers furent rapatriés. Cette libération massive répondait à la démobilisation soviétique et à la nécessité de réduire les coûts de maintien. Cependant, des critères sélectifs furent appliqués, priorisant la libération de prisonniers ordinaires, tandis que l'on retenait les officiers, les spécialistes techniques et ceux jugés potentiellement utiles pour la reconstruction. Parmi les libérés à ce stade se trouvait le premier contingent de survivants de Stalingrad, principalement ceux gravement malades ou soldats de rang sans qualification particulière. Ces hommes rentraient dans une Allemagne méconnaissable, vaincue, occupée et physiquement dévastée. Beaucoup découvraient que leur foyer avait été détruit, que leurs familles étaient mortes ou déplacées, et que toute la société traversait un processus traumatique de dénazification et de reconstruction. La troisième phase, entre 1947 et 1950, se caractérisa par un rythme plus lent et plus sélectif. Le contexte international avait changé de manière dramatique. La guerre froide émergeait comme nouveau paradigme mondial, avec une Allemagne divisée en zones qui allaient évoluer vers deux États distincts. Les autorités soviétiques instrumentalisèrent les prisonniers comme outils politiques, libérant des contingents spécifiques comme geste de bonne volonté envers le nouvel État allemand, tout en conservant d'autres comme main-d'œuvre pour des projets précis. Pendant cette période, revinrent des survivants de Stalingrad qui avaient travaillé sur des projets de reconstruction urbaine ou dans des usines, où les conditions, bien que dures, permettaient des taux de survie plus élevés que dans les mines ou les camps forestiers de Sibérie. Leurs témoignages fournirent les premières descriptions détaillées de la captivité soviétique, provoquant une vive émotion dans l'opinion publique occidentale. La quatrième et dernière phase, de 1950 à 1956, représenta la liquidation progressive du système. Les dernières libérations massives coïncidèrent avec la mort de Staline en 1953 et la déstalinisation partielle sous Nikita Khrouchtchev. En septembre 1955, lors de la visite du chancelier ouest-allemand Konrad Adenauer à Moscou, fut négociée la libération des 926 derniers prisonniers officiellement reconnus. Entre octobre et décembre de cette année-là, ces derniers captifs rentrèrent, incluant certains survivants de Stalingrad, après près de 13 ans de captivité. Les statistiques soviétiques déclassifiées indiquent que sur les quelques 3,15 millions de prisonniers allemands capturés pendant la guerre, environ 1 million moururent en captivité. Des historiens occidentaux suggèrent des chiffres plus élevés, estimant la mortalité entre 1,1 et 1,5 million. Pour les capturer spécifiquement à Stalingrad,
Le taux de mortalité dépassa les 90% selon la majorité des estimations. Les causes de cette mortalité furent multiples. La malnutrition chronique représentait le facteur fondamental, aggravé par la pénurie généralisée dans l'après-guerre soviétique, les maladies, en particulier la dysenterie, la tuberculose et le typhus, le travail physique exténuant dans des conditions climatiques extrêmes, et les accidents du travail dans les mines, les exploitations forestières et les projets de construction. Pour les survivants, l'expérience du retour était fréquemment traumatique. Physiquement, la plupart souffraient de séquelles permanentes, malnutrition chronique, maladies pulmonaires, articulations endommagées par le gel ou le travail forcé et diverses affections psychosomatiques. Psychologiquement, ils devaient traiter non seulement les traumatismes de la captivité, mais aussi la transformation radicale du monde auquel ils revenaient. L'Allemagne qu'ils avaient quittée, le Troisième Reich à son apogée, avait complètement disparu. Le processus de réintégration présentait des défis spécifiques selon la destination de retour. Ceux qui revenaient en République fédérale d'Allemagne, Allemagne de l'Ouest, faisaient face à une société qui, bien que matériellement prospère grâce au miracle économique, montrait des attitudes ambivalentes envers les anciens combattants. Le récit dominant du nouveau départ, Stunde Null, et de la dénazification suscitait un malaise vis-à-vis de ceux symbolisant le passé militaire allemand. Simultanément, l'orientation anticommuniste de la RFA facilitait la perception des rapatriés comme des victimes du système soviétique. En revanche, ceux qui revenaient en République démocratique allemande, Allemagne de l'Est, trouvaient un État qui avait construit une partie de son identité officielle autour de l'antifascisme et de l'amitié avec l'Union soviétique. Les autorités de la RDA tentaient d'intégrer les rapatriés dans le récit du « rédimé » qui avait reconnu les erreurs du passé nazi et embrassé le socialisme, tout en surveillant simultanément ceux qui manifestaient des attitudes critiques envers le système soviétique basé sur leur expérience personnelle. Les témoignages de survivants révèlent des schémas communs, indépendamment du lieu de retour. Les difficultés à se réintégrer dans des cercles familiaux où ils avaient été considérés comme morts pendant des années, l'incompréhension sociale face à leurs expériences, les problèmes d'adaptation aux nouvelles réalités économiques et technologiques, et les séquelles psychologiques telles que cauchemars récurrents, épisodes d'anxiété et comportements conditionnés persistants des années après la libération. Un aspect particulièrement complexe était la relation avec les familles qui avaient poursuivi leur vie durant la longue absence. Des épouses qui s'étaient remariées, se croyant veuves, des enfants qui avaient grandi sans mémoire du père absent, des parents qui avaient vieilli sous le poids de l'incertitude. Les retrouvailles, idéalisées pendant les années de captivité comme des moments de rédemption, s'avéraient souvent compliquées, marquées par des attentes incompatibles et des réalités émotionnelles divergentes. La réintégration professionnelle représentait un autre défi important. Les années de captivité avaient laissé les survivants sans les compétences actualisées requises dans des économies modernisées. Leur santé détériorée les empêchait souvent de reprendre les travaux physiques qu'ils avaient effectués auparavant. Beaucoup durent accepter des emplois moins qualifiés ou dépendre de pensions d'invalidité insuffisantes, subissant un déclassement social par rapport à leur position antérieure. Les autorités des deux Allemagnes mirent en œuvre des programmes spécifiques pour faciliter la réintégration des Heimkehrer, rapatriés, avec des résultats mitigés. En Allemagne de l'Ouest, la loi d'assistance aux rapatriés, Heimkehrergesetz, de 1950, prévoyait des compensations économiques, une priorité dans l'attribution de logements et une assistance médicale spécialisée. En Allemagne de l'Est, on privilégiait l'intégration politique et sociale, offrant des opportunités de formation idéologique et de participation à des organisations alignées sur le régime. La dimension sanitaire se révéla particulièrement problématique. Les services médicaux d'après-guerre déjà surchargés étaient mal préparés à traiter les séquelles complexes de la captivité soviétique. Des conditions telles que la dystrophie tardive, malnutrition chronique à effet persistant,
les lésions par gel avec manifestations différées ou les syndromes post-traumatiques recevaient une attention insuffisante. De nombreux survivants souffrirent pendant des décennies de problèmes médicaux mal traités, contribuant à des taux de mortalité prématurés même après le rapatriement. Parmi les survivants de Stalingrad en particulier, émergèrent des figures qui transformèrent leur expérience traumatique en témoignages historiques ou en militantisme. Certains publièrent des mémoires détaillant à la fois la bataille et la captivité, contribuant de manière significative à l'historiographie du conflit. D'autres s'impliquèrent dans des associations de vétérans et des organisations dédiées à retrouver des camarades disparus ou à maintenir vivante la mémoire des disparus. Un troisième groupe, peut-être le plus nombreux, choisit le silence, intégrant leur expérience dans des récits personnels rarement partagés, même avec leurs proches. La mémoire publique des prisonniers allemands suivit des chemins divergents dans les deux Allemagnes. En Occident, elle s'intégra progressivement au récit plus large de la victimisation allemande pendant et après la guerre, aux côtés de thèmes comme les bombardements alliés ou l'expulsion des Allemands des territoires orientaux. En Allemagne de l'Est, le récit officiel mettait l'accent sur la rééducation positive, présentant la captivité comme une opportunité de reconnaître les erreurs du fascisme et d'embrasser des idées progressistes. Après la réunification allemande en 1990, un récit plus complexe émergea progressivement. L'accès partiel à des archives soviétiques auparavant classifiées permit de reconstruire avec plus de précision les conditions de la captivité et les statistiques de mortalité. Simultanément, la fin de la guerre froide facilita des discussions plus ouvertes sur des expériences jusque-là réduites au silence pour des raisons politiques ou par crainte d'être instrumentalisées dans le conflit Est-Ouest. Au cours des dernières décennies du XXe siècle, alors que les derniers survivants atteignaient un âge avancé, les efforts pour documenter leurs témoignages s'intensifièrent. Des projets d'histoire orale, des documentaires et des publications académiques tentèrent de préserver ces expériences pour les générations futures, en les replaçant dans le cadre plus large du conflit et de ses conséquences. Aujourd'hui, avec pratiquement tous les survivants directs décédés, la mémoire des prisonniers de Stalingrad perdure principalement à travers des témoignages écrits, une documentation archivistique et le travail d'historiens et de descendants engagés à maintenir vivante cette dimension souvent oubliée du conflit. Leur expérience rappelle combien les conséquences humaines de la guerre s'étendent bien au-delà des dates officielles de début et de fin, affectant des vies pendant des décennies après que les champs de bataille se soient tus.